Bienvenue dans cette série où on va explorer les royaumes brisés, qu'on appelle aussi Broken Realm. C'est une campagne narrative de 4 livres, à la même manière que les Éophores. Beaucoup d'événements majeurs de l'âge de Sigmar se sont déroulés pendant ces événements. Vous m'aurez peut-être entendu parler dans d'autres vidéos de la chaîne de certains événements comme l'ascension de Morathi, la naissance des jumeaux de Slaanesh, la guerre entre Teclis et Nagash, le rituel de la vie d'Alariel, ou même encore l'arrivée de Kragnos et de l'ère de la bête. Donc si vous êtes curieux à propos du contexte et de ce qui a amené ces événements à se produire, vous êtes au bon endroit. En termes de chronologie, les royaumes brisés se passent juste avant les croisades Éophores et juste après les événements du nécroséisme et de la guerre des âmes. Si jamais vous êtes un peu perdu avec la chronologie des événements de l'âge de Sigmar, il y aura le lien d'une vidéo d'une quinzaine de minutes dans la description qui justement détaille la chronologie de l'âge de Sigmar. Mais si jamais, ce qui est important à retenir sont les 4 périodes d'événements majeurs. La première a été l'événement de la guerre des porte-royaumes suite à la tempête de Sigmar qui a repris des territoires aux forces du chaos et a établi les premières cités de Sigmar. La deuxième a commencé avec des événements connus sous le nom de Malign Portents qui ont mené au nécroséisme de Nagash et a donné naissance au sort persistant, ce qui a par la même occasion provoqué la guerre des âmes. La troisième est justement celle dont on va parler, celle des royaumes brisés, dont certains événements vont justement être en réaction aux événements de la guerre des âmes. Et la quatrième période, Dawnbringers, ou les croisades Éophores, vont aussi être en réaction avec un événement des royaumes brisés. Ces événements mèneront ensuite par la suite à la Malruine, l'avènement des Skaven. Voilà donc pour ces 4 périodes majeures de l'âge de Sigmar, et tant qu'on est dans la temporalité, il me semble intéressant d'aborder une sorte de nouveau calendrier d'années qui a été introduit avec la V4 de l'âge de Sigmar. La tempête de Sigmar sert maintenant de point zéro dans ce calendrier. L'ère de la bête qui va être introduite avec les royaumes brisés se passera 117 ans après cette tempête, donc les royaumes brisés en général se passent environ un siècle après le début de l'âge de Sigmar, et l'heure du déclin de la Malruine, dont on a parlé dans les événements des croisades Éophores, se passe en l'an 133, soit environ 16 ans après l'ère de la bête. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec ce système d'années, c'est qu'il est universel pour les 8 royaumes, car les mois de l'année sont déterminés par le flux et le reflux de Shaish et Giran. A noter que ce calendrier est chroniqué par les peuples d'Azir, le royaume des cieux, donc il est fort probable que les peuples n'appartenant pas à la grande allégeance de l'ordre aient leur propre calendrier. Mais du coup, les cités libres se repèrent par rapport à la tempête de Sigmar, puisque c'est peu après cet événement qu'elles ont été créées. Voilà, donc avant d'aborder les événements du premier livre des royaumes brisés, on va d'abord faire un petit résumé de la guerre des âmes. Pour rappel, avant la guerre des âmes et le nécroséisme, il y a eu une période nommée le temps des tribulations, où de nombreux mages et voyants ont commencé à être harcelés de visions apocalyptiques, comme si le destin et la magie des royaumes eux-mêmes essayer d'avertir les mortels d'un sombre dessein. Et d'ailleurs, pas seulement eux, car les dieux et même les dieux majeurs du chaos ont été affectés par ces visions. Khorne, entre autres, a entrevu les 8 royaumes peuplés entièrement par les morts et donc vidés de toute goutte de sang, de rage ou de guerre. Avec tous ces présages, il était assez évident que l'instigateur de ce futur n'était nul autre que Nagash, le grand nécromancien, qui préparait ce grand dessein depuis des millénaires et qui lui aurait permis d'atteindre une victoire et une domination totale contre tous les dieux et les mortels. Son plan était de canaliser la magie de Shaish à l'intérieur de lui et de devenir l'incarnation de la mort elle-même. Une fois ce statut atteint, il aurait pu éteindre toute vie à travers les royaumes mortels et les aurait relevés par la nécromancie à son service. Il aura cependant sous-estimé à quel point tous les dieux, surtout les dieux du chaos, se sont ligués contre lui afin de l'arrêter. Et on pourrait être un peu surpris au premier abord de voir les dieux du chaos essayer de sauver les mortels, mais il se trouve que ces dieux sont l'incarnation de leurs émotions. Et donc, s'ils venaient à disparaître, ils perdraient alors toute connexion avec cette réalité et donc cela mettrait à terme à leur grand jeu. Et je trouve quand même cet événement assez unique dans Warhammer, car c'est l'un des rares moments où les dieux du chaos auraient pu perdre. Car dans toute autre circonstance, tant qu'il y a des êtres conscients et qui ressentent des émotions, ils auront toujours un point d'entrée dans la réalité. Mais au final, avec un tel nombre de forces contre lui, le rituel de Nagash aura été déjoué, bien que seulement en partie, car une vague de magie nécromantique aura tout de même été relâché à travers les royaumes et aura relevé une quantité innombrable de morts vivants, notamment de spectres, ce qui a par la même occasion créé la faction des Errantes Nuits. Cet événement a aussi servi de déclaration de guerre entre Nagash et les dieux du Panthéon de l'Ordre, car le grand nécromancien était là de voir les dieux elfiques et Sigmar lui voler les âmes du royaume des morts dont il était le souverain. Et c'est pourquoi cette lutte pour les âmes a été nommée la guerre des âmes. On ne va pas trop entrer dans les détails de cette guerre, mais ce qui va être important, c'est
c'est que vers la fin de ce conflit, Nagash va profiter du désordre et va réussir à reprendre un point stratégique vital, la porte de royaume de Shaish qui mène à l'Omnipoint, qu'on appelle aussi parfois les 8 points. C'est un sous-royaume qui possède des portes menant à chacun des 8 autres royaumes et qui était jusqu'ici contrôlé par les forces d'Archaon, l'élu éternel. Cette grande victoire a été accomplie par 2 de ses plus récents mortarques, Katakros, le mortarque des nécropoles, et Olinder, la mortarque du deuil. Ensemble, ils auront réussi à percer les défenses de la porte de Shaish de l'Omnipoint et auront ensuite rapidement érigé une forteresse d'ossements par la magie nommée Arx Terminus. Et c'est justement là que commencent les événements du livre des Royaumes brisés de Morathi. Ses agents et informateurs, les rôdeurs de l'ombre kainite, l'ont informé du conflit entre Archaon et Nagash. De plus, elle a aussi connaissance d'une ressource très intéressante qui sommeille dans les profondeurs de l'Omnipoint et qui est vitale pour les stratégies futures de l'élu éternel. Il s'agit de la varanite, une pierre du chaos qu'on ne peut trouver qu'à l'Omnipoint. Cette substance est une manifestation de mutation pure du chaos, car tout ce qui entre à son contact, qu'il soit organique ou même inanimé, est corrompu instantanément et voit toutes sortes de mutations le recouvrir. Cela peut donc transformer instantanément des mortels en créatures similaires aux enfants du chaos, ou même transmuter les armures et murs les plus solides en amas de chair. Et Archaon cherche justement à s'en servir pour percer les défenses de la porte au royaume d'Azir à l'Omnipoint, car elles ont été scellées depuis le début de l'âge du chaos par l'alliance du pouvoir de Sigmar, Grogni et même la magie de Malérion et Teclis. Devant toutes ces informations, Morathi a décidé d'informer Sigmar de la position de faiblesse d'Archaon, mais aussi du danger que représentait la varanite. Suite à ces révélations, le dieu roi a tenu un conseil de guerre. Si une offensive sur l'Omnipoint était à envisager, une force substantielle était nécessaire. Morathi a alors proposé un plan audacieux. Une large force sera envoyée pour une attaque frontale afin de détourner l'attention des défenseurs, tandis qu'une plus petite force, dirigée par Morathi elle-même, infiltrera l'endroit où se trouve la varanite et ouvrira un portail afin de la disperser dans le vide éthérique et d'une pierre de coups neutraliser la menace. Bien que Sigmar soit très méfiant envers Morathi parce que c'est Morathi, il n'y a pas vraiment besoin de raison supplémentaire, il reconnaît tout de même la validité de son plan et commence à mobiliser plusieurs hostes d'éternel pour l'invasion. Et pendant ce temps, les agents de Morathi ont commencé à préparer le terrain pour l'offensive en s'infiltrant dans les 8 points. Mais aussi, en parallèle, mènent d'autres de ces opérations secrètes à travers les royaumes, notamment dans les profondeurs de la mer de Meisnar, à Giran, le royaume de la vie, et où se trouve un artefact ancien et puissant caché par les Idonès, nommé la lanterne Okarienne. Cette relique est assez particulière car elle a été créée par Teclis et a servi pour sauver les âmes elfiques du ventre du dieu Slanesh. Mais elle permet aussi de pouvoir entre autres traquer les âmes des elfes. C'est pourquoi les Sitaï, les premiers nés, qui étaient la première race elfique créée par Teclis, ont décidé de voler la lanterne et l'ont cachée dans les profondeurs car ils ont fui leur créateur lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'était pas à la hauteur de la perfection attendue d'eux. Le fait que la lanterne okarienne reste sécurisée et cachée était donc vital pour assurer que l'emplacement des cités Idonès reste caché. C'est d'ailleurs pourquoi elle était cachée aussi profondément et protégée par des monstres colossaux. Mais malgré tous ces obstacles, les agents de Morathi étaient déterminés à la récupérer pour des desseins qui étaient encore inconnus. Ils ont obtenu l'emplacement de la lanterne grâce à Taras Nightscour, un amiral d'une flotte de corsaires elfes. C'était un allié de longue date de Morathi qui cherchait depuis des décennies, à la demande de la Grande Oracle, l'emplacement de la lanterne. Un de ces navires a fini par capturer un prêtre Idonès suite à une bataille dans la mer de Mesnar. Et après avoir été longuement torturé, le prêtre a fini par révéler la localisation de la relique. Mais même en connaissant l'emplacement, l'atteindre était quasiment impossible. Ce qui aura peut-être assuré le prêtre lorsqu'il était au bout de ses souffrances. À part les Idonès, très peu d'individus pouvaient atteindre les profondeurs et résister à leur pression. Et cela sans même prendre en compte les défenses de l'artefact. Cependant, les agents de Morathi étaient des rôdeurs de l'ombre. Ces Kénites sont les assassins et saboteurs d'élite de Morathi, personnellement recrutés au sein du culte de Kain. Chacun maîtrisant parfaitement les ombres et utilisant la nuit comme une arme. Mais le plus grand atout qu'ils ont dans leur arsenal est une bénédiction qu'ils obtiennent de Morathi, parfois même de Malérion en personne. Il s'agit d'un sceau magique, une marque nommée la Myrkas ou l'ombre marque. Cette rune leur permet de glisser à travers la réalité dans une sous-dimension nommée la toile umbrale. Un réseau de magie crépusculaire reliant les 8 royaumes entre eux. Entrer et sortir de la toile permet donc de contourner tout obstacle ou défense. Cela a toutefois un coût. Chaque voyage dans cette étrange dimension semble rendre les rôdeurs plus blêmes et fantomatiques, les rapprochant inexorablement vers leur fin et écourtant significativement
leur longue vie elfique. Grâce à ce don, 60 des rôdeurs des ombres de Morathi ont pu atteindre la fosse abyssale de Sardanois. Au fond du gouffre, ils découvrirent un temple gigantesque, gardé par des créatures terrifiantes, et où une faible lueur dorée pouvait être aperçue. De toutes les guerrières et guerriers qui entrèrent dans ce lieu, seule une en ressortit. Elle était sévèrement blessée et aveugle. Son esprit semblait être à moitié brisé, mais elle a tout de même réussi à fuir dans la toile, en tenant fermement la lanterne ocarienne dans ses mains brûlées. Peu après, les armées de Sigmar et Morathi étaient prêtes à se lancer dans leur offensive conjointe contre les 8 points. Cependant, le maelstrom de sorcellerie entourant la Varanspire, la forteresse d'Archaon, empêchait les éternels de l'orage d'utiliser leur méthode habituelle pour se déployer avec la foudre. Le seul point d'entrée aux 8 points qui était sous le contrôle de l'ordre était la porte de la Genèse à Giran, le royaume de la vie, dans le territoire de la reine éternelle Alarielle. Cette porte avait d'ailleurs été verrouillée par l'alliance de Sigmar et d'Alarielle durant la guerre des portes pour se protéger des forces d'Archaon. C'est pourquoi la déesse du Giran n'avait aucun désir d'ouvrir son domaine à celui de l'élu éternel. Mais Morathi réussit éventuellement à la convaincre en l'avertissant du danger qu'était la Varanite, qui pouvait aussi percer les défenses de la porte de la Genèse et rendait donc son domaine tout aussi vulnérable. Cependant, l'autre côté de la porte, à l'omnipoint, était lourdement fortifié par des forteresses, des tours de guet et des tranchées remplies de pièges mortels. C'est pourquoi, après avoir ouvert la porte, Alarielle a utilisé ses pouvoirs pour canaliser un immense tsunami d'eau enchantée à travers la porte de la Genèse. Cette vague a d'un seul coup submergé les défenses du chaos en tuant des centaines de soldats tout en transformant le paysage aride et corrompu en une terre fertile purifiée, recouverte de vignes épineuses et de racines épaisses. Grâce à cette ouverture, une première vague d'éternels des marteaux de Sigmar a été envoyée, menée par le seigneur célestin Andrus Nihilat. Ils étaient aussi appuyés par une large force d'Erini des filles de Cain. Ensemble, les deux forces ont facilement et rapidement remporté la victoire et le contrôle de ce côté de la porte de la Genèse avait été pris. Un total de 8 hostes de l'orage, soit 40 chambres, avaient été mobilisés, soutenus par les forces de 6 temples de Cain. Leur assaut combiné aura été tel qu'aucun des défenseurs du chaos n'aura survécu, et tous les fuyards ont été abattus par les Kinérailles des Kénites. Les Éternels ont été très impressionnés par leur adresse lors de la bataille, mais leur respect a vite fait place au dégoût alors qu'ils ont pu observer les rites post-bataille barbares des filles de Cain. Mais de par leur alliance, ils ne pouvaient qu'observer avec consternation les sacrifices sanguinaires que les Cainites pratiquaient sur leurs captifs. Morathi était aussi présente, vêtue d'une somptueuse robe de cérémonie et dirigeant la procession des temples roulants à la gloire de Cain, entourée des Eintar Kai, des membres d'un temple dont les talents étaient cruciaux pour le rituel destiné à se débarrasser de la Varanite. Le sang sacrifié des vaincus a d'ailleurs servi à remplir les chaudrons de sang afin d'amplifier leur magie pour mieux se préparer à ce rituel. Et pour augmenter encore plus les chances de sa réussite, des éternels de la chambre sacro-sainte, menés par la seigneur Arcanum Venardrise, se sont joints à l'opération. Cela dit, ils étaient aussi secrètement là pour surveiller Morathi. Alors qu'ils ont commencé à faire route ensemble vers la gueule de Varantax, l'emplacement de la Varanite, des éternels de l'host des chevaliers sanctifiés, menés par le seigneur célestin Narbus, Lightbearer, sont restés en arrière pour protéger la porte de la Genèse, qui était leur seul point de sortie. Non loin de tout ceci, quelqu'un d'autre observait discrètement et mettait aussi en place ses pièces sur l'échiquier. La grande hérode de Slaanesh, Glavia Sinhart, qu'on surnomme aussi parfois la mangeuse de songes. Elle était autrefois la compagne du prince noir, charmant ce dernier avec des récits macabres sur les mortels qu'elle avait pervertis à travers son chant envoûtant. Grâce à la faveur de Slaanesh, Glavia avait acquis le pouvoir d'entrer dans les rêves de ses victimes, les emprisonnant dans des geôles mentales peuplées de terreur, d'exaltation et de dépravation. Depuis l'emprisonnement de son maître, elle avait commencé à percevoir des visions mystérieuses de songes qui pourraient provenir du prince noir lui-même. Ces rêves contenaient des indices cryptiques sur l'emplacement du prince et les étapes nécessaires pour le libérer. En suivant ces signes, elle a voyagé à travers les royaumes mortels, accompagnée d'un entourage de devins et de toutes sortes de créatures assoiffées de sensations fortes, prêtes à tout sacrifier pour atteindre leur objectif. Glavia observait alors avec satisfaction les colonnes de l'armée des éternels et des filles de Cain, et frémissait avec excitation en pensant à l'événement à venir qui se préparait avec un délice démoniaque. Car la conclusion d'une prophétie des Édonites, nommée la prophétie de la parturition, semblait approcher. Le prince du chaos s'agite dans ses entraves crépusculaires. Le chant mélodieux de ses fidèles lui parvient de toute réalité. Chaque cri d'agonie, chaque gémissement d'extase accroît son pouvoir à l'insu de ses jolis obtus. Une par une, ses chaînes divines se brisent, chaque maillon brisé, masqué par les impénétrables
l'impénétrable illusion du prince. Dans leur arrogance, les princes elfes n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le prince de la perfection sera bientôt fécond. Le hurlement de la foudre annoncera sa venue. Les serments amers de ceux qui ont connu la trahison chanteront sa naissance. Tout se jouera devant les murs de la forteresse du grand imposteur. Les océans bouillonneront, les ombres se tordront de rage. Quand la tête du serpent se scindra en deux sous le regard d'une lune écarlate, le nouveau-né fera son apparition. Au zénith de son exultation, il rampera hors du ventre de son père, et les royaumes trembleront à la vue de son étincelante majesté. Les forces des Kainites et des Éternels étaient maintenant divisées en plusieurs groupes. L'un protégeait la porte de la Genèse, comme on l'a dit plus tôt. Le second était composé de soldats d'infiltration de la chambre d'avant-garde des Éternels, ainsi que des membres du temple Kainite des Celeborn. Leur tâche était de neutraliser des avant-postes et de s'attaquer à l'intérieur du territoire ennemi afin de provoquer le désordre dans leur organisation. Un troisième, sous la direction du seigneur Veritan, Kaiser Venbrecht, de l'host des enclumes de l'Eldenhammer et de la reine matriarche Siletz, se concentrait sur la reconnaissance et l'avancée dans le territoire hostile depuis la porte. Le seigneur Célestin Nihilat, quant à lui, et ses marteaux de Sigmar, prendraient la tâche plus périlleuse de faire un assaut frontal contre la gueule de Varantax, tout en étant soutenu par les forces d'élite de la Melusai Ferekai Vatera Ceris. Cette force était déterminée à maintenir une progression rapide afin d'éviter que l'ennemi ne puisse avoir le temps de se mobiliser. En parallèle de tout ceci, Morathi a commencé aussi à bouger d'autres pièces. Ses agents sont allés chercher une audience auprès d'Orphéon Catacros, le mortarque des nécropoles, qui, comme on l'a dit plus tôt, contrôlait la porte de Sheish de l'Omnipoint. Ils ont surprenamment réussi à établir un machin avec lui qui assura que lui aussi lancera un assaut contre les forces d'Archaon, ce qui permettra d'apporter encore plus de diversion. Les forces des marteaux de Sigmar du seigneur Célestin Nihilat finissent par arriver à la gueule de Varantax, et pendant ce temps, les forces plus modestes de Morathi commencent à s'engager dans les profondeurs de la gueule en direction de la Varanite. De lourdes pertes commencent à se faire sentir de tous les côtés face aux hordes de créatures du chaos et des pièges mortels qui protègent la gueule. Après une avancée assez pénible, ils finissent par arriver dans une immense caverne où la Varanite est exploitée en l'aspirant par l'intermédiaire de vers démoniaques géants qui sont les seules choses qui peuvent déplacer la pierre de royaume. Ces créatures étaient cependant entourées et surveillées par une garnison d'ennemis et des esclaves. Les troupes de Morathi et les éternels sacro-saints ont alors commencé à prendre d'assaut les passerelles surplombant le bassin de Varanite. Dans le chaos de la bataille, un immense ver a fini par émerger du sol et a semé le chaos dans les lignes ennemies. C'est alors que Morathi commence à discrètement incanter un portail afin de s'emparer du ver et de la Varanite à l'intérieur de lui, et ce, à l'insu des éternels qui sont avec elle. Cependant, la seigneur Arcanum des Sacro-Saints s'est aperçue de sa supercherie, mais avant qu'elle n'ait eu le temps de prévenir les autres éternels, quelque chose semble avoir frappé dans le dos, et elle s'est soudainement trouvée paralysée alors que son corps commençait à se transformer en cristal noir. Pendant ce temps, à la surface, les forces du chaos avaient commencé à se mobiliser vers la forteresse de la gueule de Varantax, et les forces des marteaux de Sigmar, qui faisaient diversion, commençaient à se faire encercler. Une myriade d'éclairs frappait alors le champ de bataille à chacune des morts des éternels. Mais une étrange magie chaotique semblait aussi en attraper certains et les empêcher de repartir à Azir. Ils ont cependant eu un bref répit alors que les renforts des enclumes de l'Eldenhammer, menés par Venbrecht, ont fini par arriver. Ensemble, les deux forces réussirent à détruire certains des étranges hôtels qui empêchaient leurs frères et sœurs à retourner vers le royaume des cieux. Cependant, d'autres étaient encore debout. Le seigneur Veritan Venbrecht, qui était alors grièvement blessé, demanda au seigneur Célestin Nihilat de l'abattre tant que le nombre d'hôtels était diminué, afin qu'il puisse essayer de traverser les nuages pour prévenir le dieu roi de cette nouvelle arme. Et c'est pour l'instant là que se conclut la première partie de Broken Realm Morathi, le sang de Kain. J'espère que le premier épisode de cette série sur le royaume brisé vous aura plu, et si c'est le cas, je compte faire toute la série des royaumes brisés, donc celui de Morathi, Teclis, Be'lakor et ensuite Kragnos. Et d'ailleurs aussi dans le futur, je compte aborder tous les événements majeurs de l'âge de Sigmar. Donc après les royaumes brisés, je ferai sûrement la guerre des âmes et ensuite la guerre des portes. Comme ça, on pourra vraiment avoir une vision globale de toute l'histoire de l'âge de Sigmar. Donc si c'est quelque chose qui vous hype, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et un petit commentaire, ça m'aidera beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, et si jamais ça vous a donné envie de soutenir la chaîne, considérez peut-être à la rejoindre en tant que membre ou sur Tipeee, ou encore si jamais ça vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, vous pouvez faire jusqu'à 20% d'économie en utilisant le
lien partenaire dans la description et d'une pierre deux coups, ça soutient la chaîne. En tout cas, merci d'avance pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.